Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à celles et ceux que nous accompagnons, mais également à celles et ceux qui accompagnent. Et je pense donc là précisément aux professionnels, mais aussi aux familles, aux aidants en particulier. Et à tous ceux qui, un jour, peuvent changer une trajectoire. Aujourd'hui, on parle d'un mot qu'on entend de plus en plus dans le secteur médico-social et social. Je pense à l'autodétermination. Un mot un peu technique, mais qui cache une idée simple et puissante. Le droit et la capacité de faire ses propres choix, de décider pour soi-même, d'avoir du pouvoir sur sa vie. À l'adage, on croit profondément que chaque personne, quels que soient ses besoins ou ses fragilités, a en elle une force unique qui est le pouvoir d'agir. Pas seul, bien sûr, pas sans soutien, bien sûr, mais avec des accompagnements qui respectent les rythmes, qui respectent les envies et les rêves. Dans cet épisode, on zoome sur la participation des usagers. On assiste depuis quelques années à un changement de paradigme majeur dans nos institutions. La posture traditionnelle s'efface progressivement pour laisser place à une logique de partenariat. Au cœur de cette transformation, l'autodétermination et la participation des usagers. Plus qu'une obligation légale, c'est un levier de qualité indispensable. Comment passer d'une participation alibi à une véritable co-construction des projets personnalisés? Comment les professionnels peuvent-ils ajuster leur posture pour devenir des facilitateurs, des médiateurs, des vecteurs de choix, plutôt que des prescripteurs de solutions? C'est tout l'enjeu de cet épisode. Comprendre comment l'expertise d'usage devient la clé de voûte d'un accompagnement éthique et performant. Alors, bonne écoute. Pour commencer cette émission aujourd'hui, on accueille Clotilde Delforge, chef de service au CPH Astrolabe, qui se situe à l'ODEV. Bonjour Clotilde. Bonjour. J'ai envie de te laisser te présenter donc, ton rôle au sein du CPH. Qu'est-ce que le CPH et quel type de public est concerné par votre accompagnement? Bonjour, je suis Clotilde Delforge, je suis chef de service sur le CPH, un centre provisoire d'hébergement qui accueille des personnes réfugiées, c'est-à-dire des personnes étrangères qui ont obtenu la protection internationale du fait de persécutions qu'elles ont subies dans leur pays. Et qui donc, à ce titre, ont un titre de séjour en France, relèvent du droit commun. Elles viennent d'obtenir leur titre de séjour et elles sont identifiées par les équipes qui les ont accompagnées comme vulnérables. Donc le centre provisoire d'hébergement des personnes réfugiées, le CPH, accueille ce public en difficulté, étranger et en difficulté, on va dire, empêché ou bloqué dans ses premiers pas d'insertion en France pour différentes raisons. Et le travail de l'équipe, c'est justement d'identifier avec les personnes qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui bloque, et de définir avec ces personnes les moyens de lever les obstacles pour qu'elles puissent s'installer en France dans les meilleures conditions. Combien d'usagers? On accueille donc 60 personnes, surtout des familles, qui sont plutôt jeunes, des jeunes parents avec des jeunes enfants, quelques personnes seules, hommes ou femmes, entre 18 et 25 ans, et à la marge, quelques personnes plus âgées, de toute nationalité, mais principalement en provenance de pays qui subissent des conflits. Donc les nationalités des personnes qu'on accueille varient en fonction de la géopolitique. Donc tu parlais de personnes empêchées, effectivement, dans leur processus d'intégration sur le territoire national. Quelles sont ces vulnérabilités, ces empêchements, justement? Alors, principalement, enfin, on va dire qu'une minorité des personnes ont des problématiques qui sont assez simples et qui relèvent de l'administratif. C'est des personnes qui, évidemment, arrivent en France et donc n'ont pas d'historique administratif
Et là, c'est relativement simple, relativement, parce que l'administration en France étant ce qu'elle est, relativement simple à traiter avec eux. Ces personnes repartent assez rapidement avec leurs droits ouverts, leur titre de séjour, leur accès aux différentes administrations, impôts, CAF, santé, carte vitale, etc. Bon, mais ça, c'est une minorité des personnes. Globalement, la problématique, il y en a deux principales. Une part importante des personnes n'ont pas été scolarisées dans leur pays d'origine. Donc, c'est des personnes qui ne savent pas lire ni écrire dans leur langue d'origine. Et donc, leur problématique, c'est pas tant d'apprendre le français, c'est pas tant d'apprendre une langue étrangère, c'est d'apprendre à lire et à écrire. Et donc, la question de l'alphabétisation est une grande thématique chez nous, sachant qu'en France, il n'y a pas grand-chose de prévu pour des personnes analphabètes, vu qu'en France, la scolarisation est obligatoire. Et donc, il y a tout un travail autour de l'alphabétisation. Ça, c'est une première partie des personnes. Et puis, la deuxième problématique majeure, c'est la santé mentale. C'est des personnes qui ont subi des persécutions, et dans leur pays d'origine et sur le chemin d'exil, et qui ont du mal à s'en remettre. Et puis, on a remarqué que le moment d'obtention de la protection, du statut de réfugié, est un moment clé. Pour certaines personnes, ça va libérer certaines personnes qui vont pouvoir s'installer, refaire leur vie. Et puis, il y en a d'autres qui, à ce moment-là, vivent un phénomène de décompensation psychique. En fait, le moment où elles obtiennent, elles arrivent à s'en sortir, en fait, où après tout le chemin parcouru et les obstacles franchis, arrivent à cette réalisation de la reconnaissance de leur statut s'effondre. Et donc, on a des personnes qui sont dans un état psychique de stupeur. Des personnes sont perdues, elles sont plus chez elles, sont parties, mais elles ne sont pas encore arrivées, elles flottent. C'est une problématique de santé mentale qu'on appelle le psychotrauma dû à l'exil. Et donc, on a tout un travail d'accompagnement de ces personnes autour de la santé mentale. Voilà. Et on regarde ce que tu dis, on sent que le chemin jusqu'au pouvoir d'agir est long et compliqué. Comment est-ce que ça se passe avec ce public-là? Comment on le conduit à un moment donné à pouvoir agir pour sa vie, enfin faire des choix pour sa vie? Ça a été de longues années de réflexion pour nous, de se demander comment recueillir la parole, comment échanger avec ces personnes, bien au-delà en fait de la question de la langue, hein, parce qu'effectivement, on a 80% de personnes qui sont allophones, donc on travaille avec des interprètes pour les moments clés des échanges, mais ça va au-delà de ça. Dans notre mission, il nous est demandé d'expliquer aux personnes comment ça se passe en France, à tous les niveaux, au niveau de l'accès à la santé, à l'emploi, le monde de l'entreprise, la scolarité, la parentalité, tous les codes culturels. Donc, on a organisé des ateliers, ce qu'on appelait des ateliers d'information par thématique. Et puis, on s'est aperçu que l'information pouvait passer au-dessus des personnes. On ne savait pas très bien ce qu'ils en comprenaient. Et au fond, on a travaillé sur nos propres projections avec des experts qui sont venus travailler avec nous sur nos représentations de ce qui se passait pour ces personnes. Et puis sur cette thématique de santé mentale dont je vous parlais, pour essayer de comprendre ce phénomène de décompensation psychique et de psychotrauma dû à l'exil. On a changé un peu notre façon de travailler. Au lieu d'avoir une information un peu descendante pour expliquer aux personnes ce qui se passait, on a commencé à demander aux personnes comment elles voyaient les choses. Et non seulement comment elles voyaient les choses, que ce soit pour le travail, l'habiter, le logement, la scolarité, tous les thèmes de la vie quotidienne. On leur a demandé comment ça se passait dans leur pays.
avec cette intention de travailler l'identité, puisqu'il y a des questions d'identité, dans l'exil, d'un passage, d'une transition entre avant, après, là-bas, ici. Et avec l'aide de psychologues un peu spécialisés, on a établi que pour travailler l'enracinement en France, il fallait reconnaître la part de la personne, la vie avant, la vie d'avant, comment que les personnes existaient aussi, avaient un passé et elles avaient un avenir, et qu'il fallait mettre en lien ces deux parties de leur vie. Et donc, en fait, on appelle ça maintenant des groupes de parole. Et par thématique, on commence par demander, par exemple, si on prend l'alimentation, on commence par demander aux personnes comment ça se passe chez elles, qu'est-ce qu'elles mangent, comment ça se passe un repas. Et ensuite, les travailleurs sociaux décrivent comment ça se passe pour eux en France, et on compare. On compare, en fait, ce qui est similaire, ce qui est différent. Et on demande aux personnes de comparer qu'est-ce qui les frappe, qu'est-ce qu'elles trouvent intéressant en France et qu'est-ce qu'elles trouvent gênant, décalé. Donc déjà, dans un premier temps, ça permet quand même de libérer la parole. On s'est rendu compte que la parole était plus facile et pour les personnes et pour les équipes de travailleurs sociaux, et que on est plus dans une situation d'échange, en fait, que de cours de formation ou d'information. Pour aller plus loin, on réfléchit à comment prendre trace de ce qui est échangé pendant ces ateliers, parce que c'est à l'oral. Et on pourrait formaliser la parole des personnes pendant ces groupes. On pourrait en faire des outils et les retravailler, enfin, voir en quoi ça pourrait impacter nos pratiques d'accompagnement. C'est un peu ce décalage qu'on a pu faire sur... plutôt que d'avoir une posture un peu descendante, comment Plus se décaler. Voilà. les échanges, en fait. Et d'ailleurs, c'est plus intéressant pour tout le monde. Évidemment. Ouais. Évidemment. Le rapport d'égal à égal, Voilà. tout simplement. La paire aidance, c'est-à-dire avec des personnes qui sont sorties d'accompagnement du CPH, peut-être depuis quelques années, pour venir en apport, peut-être. Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce que c'est possible? On y a réfléchi et à la fois, ça nous parle et ça nous attire, et à la fois, on est un peu méfiant de cette approche. On aime faire appel aux anciens et on essaye de le faire le plus possible. On peut appeler ces personnes à venir nous rejoindre à certaines occasions, plutôt dans des temps festifs. Et c'est toujours intéressant et très agréable. Sur la paire aidance, on est prudent, on va dire. C'est sur l'effet communautaire et les enjeux de pouvoir qu'il peut y avoir au sein d'une communauté qui s'installe et qui nous échappe. Et on ne sait pas très bien ce qui se passe au sein d'une communauté qui s'installe, mais on se doute qu'il s'y passe des choses, que certains sont dans des positions plus importantes et d'autres moins. Et on fait attention, en tout cas, à pas jouer de ça. Et enfin, comme on ne connaît pas, on y va avec prudence. On a travaillé un atelier, un groupe de parole, hommes, autour de la santé sexuelle et des relations hommes-femmes, on va dire, plus globalement. On a mis 6 mois à le préparer. Et on a vraiment pris le temps parce que c'est une thématique sensible et compliquée. Et ça s'est extrêmement bien passé. On a notamment travaillé par groupe culturel. Donc on accueille pas mal de jeunes hommes afghans, de nationalité afghane aujourd'hui. Et donc, on a pris attache avec la Maison de l'Afghanistan à Montpellier, donc pour avoir des personnes ressources qui avaient accès à la différence culturelle. On a préparé des ateliers avec eux. Ça s'est extrêmement bien passé. L'atelier a été vraiment un succès. Les jeunes hommes, jeunes et moins jeunes, mais il y a quand même pas mal de jeunes, nous ont redemandé, nous ont dit ils ont témoigné vraiment de leur intérêt, de leur besoin d'avoir ces espaces d'échange.
Et notre partenaire de la Maison de l'Afghanistan veut continuer à travailler avec nous et emballer, à créer des supports et nous relance de la Maison de l'Afghanistan. Nous a confirmé que c'était fondamental de travailler, de créer ces espaces de parole pour ces nouveaux arrivants et qu'il était emballé. On a programmé une action autour de l'approche systémique, c'est-à-dire notamment pour les personnes seules qu'on accueille, qui sont entre guillemets seules, qui arrivent seules en tout cas. On s'est aperçu qu'elles n'étaient pas si seules que ça, enfin qu'elles étaient en lien avec leur communauté. Que ce soit des gens qui soient restés au pays, leur famille, ou des amis ou la communauté en France, et que les décisions, elles ne les prenaient pas toutes seules en fait. Et donc elles s'en débattaient avec leurs proches, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, en fait, les gens sont en lien. Et donc, on va essayer, dans le projet personnalisé, c'est expérimental, on n'a pas encore, on a 5 ans pour le tester, hein, de recueillir la parole de la personne. Aujourd'hui, on recueille la parole de la personne sur ce qu'elle veut faire de sa parcours d'insertion. On recueille la parole des 2 référents sociaux qui donnent leur avis sur les choix de la personne. Et on aimerait peut-être mettre une case sur la vie des proches. Parce qu'elle existe en fait. Et que surtout les jeunes, ils ne décident pas tout seuls de ce qu'ils vont faire. Et plutôt que ce soit caché, on s'est dit peut-être qu'il faudrait mieux en fait carrément vous mettre sur la table en disant nous, par exemple, on vous propose de faire telle formation d'électricien puisque vous voulez être électricien. Et puis le lendemain, il est d'accord. Et le lendemain, il arrive, il dit non, mais moi je ne veux pas faire de formation, il faut que je travaille tout de suite. Parce que la famille a besoin d'argent et demande à ce que la personne ne peut pas se permettre les 2 ans de formation. Donc autant c'est la réalité en fait. Donc autant peut-être dans le projet, qu'on appellerait plus personnalisé, je ne sais pas bien, c'est expérimental, mais peut-être qu'il faudrait faire apparaître l'avis des proches et de dire, voilà, en fait, votre situation, il est là et vous faites au mieux avec vos contraintes. Donner la parole aux personnes et essayer d'avoir un regard sur la façon dont on travaille, les outils qu'on met en place, qui pour nous sont évidents et qui pour nous permettent de garantir la liberté des personnes. En fait, c'est toujours beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous arrivons au terme de cet échange passionnant avec Clotilde Delforge, chef de service au CPH Astrolabe. Et si l'on devait retenir une idée forte de cet épisode, c'est que l'autodétermination ne se décrète pas. Elle se construit, se bâtit patiemment, en particulier avec des publics fragilisés par l'exil et le psychotrauma. Nous avons vu qu'accompagner vers l'autonomie, ce n'est pas seulement informer de manière descendante, mais c'est avant tout reconnaître l'identité de l'autre, valider sa vie d'avant pour mieux construire celle d'après. Ce changement de paradigme nous invite à beaucoup d'humilité. Il nous pousse à transformer nos pratiques, passer d'une posture de prescripteur à un échange d'égal à égal. Comme l'a souligné Clotilde Delforge, avec la pérédance, il faut savoir avancer avec prudence pour éviter de nouveaux enjeux de pouvoir. Au final, permettre à l'usager d'agir, c'est accepter que son chemin soit parfois différent de celui que nous avions imaginé pour lui, mais que c'est le seul qui ait du sens à ses yeux. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour continuer à explorer ensemble le pouvoir d'agir.